messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission HCOM Hémicycle. La tribune de la représentation nationale reçoit sur ce plateau Mahamat Nimir Hamata, membre du Conseil national de transition, de la défense et de sécurité de la corporation. Bonjour. Bonjour. Oui, conseiller Mahamat Nimir Hamata, vous êtes membre du Conseil national de transition, de la défense, de sécurité et de la corporation. Alors, dans l'histoire du Tchad, c'est pour la première fois que les hommes entre pays siègent à l'hémicycle. Alors, dites-nous, quelle est cette nouveauté? D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à cette émission qui est HCOM Hémicycle. Ceci étant, comme vous l'avez dit, c'est vrai, c'est une première dans l'histoire politique de notre pays parce que nous avons connu par le passé plusieurs transitions. Mais les forces de défense et de sécurité n'ont pas siégé dans un parlement transitoire. D'ailleurs, c'est une initiative ou bien une manifestation de la volonté du président du CMT de vouloir innover les grandes institutions de la République. Ce qui fait que les forces de défense et de sécurité, il faut le connaître, elles ont joué un rôle très important, surtout dans le rayonnement de notre diplomatie à l'international. Vous vous rappelez que les forces de défense et de sécurité ont intervenu pour manifester notre solidarité agissante à nos frères maliens quand ils étaient attaqués par des groupes terroristes. Et je pense que sur ce plan, les forces armées tchadiennes ont manifesté cette solidarité avant même la mise en place de la MINUSMA, ce qui dénote qu'il y a une volonté réelle de nos plus hautes autorités du pays de vouloir se battre au niveau de tout le théâtre des opérations contre le groupe terroriste. Et cette action a été également menée sur la bande sahélienne et également dans la région du lac Tchad, notamment pour assister nos frères du Niger, du Nigeria, du Cameroun, et également à l'heure où je vous parle, nous ne sommes pas seulement présents au Mali, et non seulement au niveau du G5 Sahel, mais également au niveau de la bande, surtout la frontière triangulaire entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc non seulement elles se consacrent à leur mission initiale qui est la défense, mais également elles peuvent participer à toutes les activités de la vie et surtout animer l'activité politique au niveau du Tchad. Et comme vous vous rappelez, à l'heure où je vous parle, la transition elle-même, elle est une transition militaire. Donc de ce fait, le président du CMT a voulu quand même manifester une volonté d'innover les grandes institutions de la République et permettre également aux forces de défense et de sécurité d'y prendre part. Oui, une innovation, certes, comme vous l'avez souligné d'entrée de jeu. Et quelle serait donc la mission de forces de défense et de sécurité au sein de cette période de transition, surtout au niveau du Conseil national de transition? Le Conseil national de transition, comme vous le savez, est composé de 12 corporations qui représentent toutes les couches sociales tchadiennes. Et je pense que les forces de défense et de sécurité, d'abord, sont éligibles et en même temps électrices. Donc, pendant cette phase transitoire, les plus hautes autorités du pays ont jugé utile que les forces de défense et de sécurité font partie de ces corporations qui composent le CNT. Donc, leur mission, c'est la mission qui leur a été assignée par la charte de transition, surtout celle qui a été assignée au Conseil national de transition. Elles peuvent également apporter leur contribution avec les autres corporations d'impulser la transition vers la réussite. Donc, de ce fait, et conformément à la charte de transition, le rôle qui a été assigné au CNT, c'est celui de suivre, de contrôler l'exécution par le gouvernement des décisions et des orientations du Conseil militaire de transition. Et également, examiner et adopter les textes législatifs, notamment la Constitution et les autres textes législatifs. Et il y a une nouveauté aussi qu'il faut prendre en compte, surtout en matière de droits de l'homme. Il a été bien dit qu'au niveau de l'article 67
de la charte de transition de veiller et défendre la promotion et défendre les droits de l'homme. Donc c'est une nouveauté certainement. Le CNT va travailler en étroite collaboration avec la Commission nationale des droits de l'homme pour veiller sur le respect des droits de l'homme. Donc de ce fait, nous en tant que force de défense et de sécurité, notre mission avec nos autres collègues du CNT, c'est de vouloir impulser les activités de ce conseil de transition, d'impulser la transition, aller vers la réussite et surtout l'apaisement. Et après cette phase de transition, est-ce que ce corps, cette corporation représentée à l'Assemblée nationale, représentée au Conseil national de transition aussi, va encore se présenter aux différentes consultations électorales qui pointent à l'horizon après cette période de transition? Moi, je crois que par rapport à cette question, les dispositions de l'ordonnance 02 qui vient d'être adoptée par la précédente législature sont clairs, surtout notamment en son article 247 et 248. En tant que corporation, nous ne pouvons pas nous présenter. Mais par conséquent, un militaire, s'il voulait se présenter, il doit quand même être dans une position de mise en disponibilité. Donc à titre individuel, il peut se mettre dans cette position et il peut se présenter à une fonction élective. Mais dans le cas précis, nous avons été désignés. Du moment où nous sommes désignés, nous devons quand même bénéficier d'une position de détachement. Mais pour ce qui concerne les prochaines échéances électives, électorales plutôt, comme vous l'avez souligné, par le passé, nous avons des militaires qui se sont présentés aux élections législatives. Donc, ils ont bénéficié d'une position de mise en disponibilité qui leur permettra d'être dans une situation ordinaire en tant que citoyens, et ils ont le droit et le devoir que les autres citoyens tchadiens. Oui, il s'agit effectivement des hommes en treillis, monsieur le conseiller. De nos jours, on dirait qu'il n'y a pas une confiance entre les hommes en treillis et la population. Il faut reconnaître que quand même nous avons passé par différentes étapes dans l'histoire tumultueuse de notre pays. Sinon, à l'époque, il y a une confiance qui règne entre les hommes en treillis et la population. Et d'abord, le rôle premier d'un homme en tenue, c'est de porter protection à la population. Et compte tenu de l'histoire tumultueuse qu'a connue notre pays, c'est vrai, il faut reconnaître que la confiance n'y est pas. Mais il nous appartient, nous, en tant qu'hommes en treillis, de prendre l'initiative, de donner plus d'assurance à la population pour qu'on puisse regagner cette confiance. Donc, j'aurais souhaité que l'initiative vienne quand même de forces de défense et de sécurité, surtout des hommes en treillis, d'aller vers la population, de poser des actes qui puissent quand même donner plus d'assurance à la population pour que la confiance puisse régner entre les forces de défense et de sécurité et la population. Et que la population sache que quand elle voit un homme en treillis, qu'il est là pour sa protection. Et il n'est pas là pour lui quand même porter atteinte à sa dignité ou à sa liberté. Mais il faut quand même que les actes viennent de nous-mêmes. On assiste aussi en cette période de transition à des tensions intercommunautaires. Comment faire, à partir de vos expériences, pour endiguer un peu les conflits intercommunautaires? C'est vrai, comme vous l'avez dit, nous sommes en train d'assister à une situation très préoccupante. Surtout quand on voit la montée en puissance du communautarisme, du régionalisme, du tribalisme, du clanisme et du repli identitaire. Moi, je pense que cette montée en puissance de ceux dont je viens de citer risque d'impacter négativement la cohésion sociale et l'unité nationale. Donc, de ce fait, je crois qu'il appartient à tout un chacun de nous quand même de prendre le problème à bras le corps. À commencer d'abord par l'État, l'État lui-même, nous au niveau du CNT, gouvernement, le CNT et surtout les autorités administratives. Moi, j'aurais souhaité qu'au niveau de nos provinces, que ce soit au niveau de la province, du département, de sous-préfecture, il y a lieu quand même de mettre sur pied des mécanismes de règlement de ce genre de conflits et surtout de sensibilisation.
Ces mécanismes, en principe, doivent être constitués de chefs traditionnels, de chefs religieux, de la société civile. Par endroit, il faut également impliquer les organisations de producteurs ruraux, parce que quand on parle de producteurs ruraux, je voudrais parler de conflit éleveur-agriculteur, et également impliquer tous les sages et leur créer les conditions qui leur permettent de se retrouver sous l'arbre à palabres, où les sages de tous côtés rivalisent d'ingéniosité pour essayer de régler le problème de la cité. Et le tout doit se faire sous la supervision ou sous le suivi des autorités administratives. Et je voudrais dire par là que l'État mette un peu les moyens à la disposition de nos autorités administratives, qu'elles continuent à sensibiliser et également à faire preuve de prévention. Parce que administrer, c'est prévenir. Quand on ne fait pas de la prévention, je pense que nous allons toujours nous retrouver dans des situations fâcheuses. Comment prévenir? Prévenir, effectivement, c'est l'autorité administrative. Comme je l'ai dit, administrer, c'est prévenir. Donc l'autorité administrative, comment elle doit faire la prévention? D'abord, c'est d'être constamment sur le terrain. Parce que leur présence, à elle seule, sert de dissuasion dans certaines situations. Et effectivement, comme je l'avais dit tantôt, le fait de se rendre sur le terrain, le fait de sensibiliser, le fait de mobiliser les gens à travers leurs différentes organisations, déjà peut servir de prévention et également peut servir de sensibilisation, de mobilisation. Parce que quand on ne fait pas attention, moi je pense que vous conviendrez avec moi que ceux dont je viens de citer prennent des proportions très inquiétantes et si on ne fait pas attention, ça risque d'impacter négativement la cohésion sociale et l'unité nationale. Donc de ce fait, tout un chacun de nous est interpellé. Et il doit au moins apporter sa petite contribution pour que la confiance puisse régner entre les différentes communautés, que les communautés puissent s'accepter mutuellement comme par le passé. Mais si on ne fait pas attention, on risque de quand même connaître des situations plus graves que ce que nous venons de suivre ces dernières années. Oui, et pour avoir été administrateur, est-ce que vous pouvez nous illustrer toutes ces préventions par un exemple précis d'un conflit que vous avez eu à gérer pour servir d'exemple à nos téléspectateurs? Oui, c'est vrai. Une autorité, d'abord, quand elle vient dans une localité, la première des choses, c'est de prendre contact avec tous ses collaborateurs. Après avoir fini le contact en interne, il fallait maintenant procéder à ce qu'on appelle les tournées administratives. Les tournées administratives permettent à l'autorité quand même de s'impressionner de problèmes qui existent déjà dans les différentes localités. Elle peut toucher du doigt les réalités du terrain. Et s'il y a une situation, il ne faut pas la laisser couver. Il ne faut pas la laisser dire que voilà, elle est en instance et puis le moment viendra, on peut essayer de régler ça. Non, moi je pense qu'il faut tout de suite se mettre dessus pour essayer de trouver la solution. Fût-elle petite ou grande. Et en plus de ça, moi je pense que la prévention se fait aussi également par d'autres moyens. D'abord, il y a une tradition administrative. La tradition administrative, c'est-à-dire les rapports mensuels. Une autorité administrative, un sous-préfet, est tenu quand même de tenir un rapport mensuel dans lequel il peut évoquer l'état d'esprit de la population. Parce qu'il y a des chapitres sur lesquels on doit faire des commentaires. D'abord, l'état d'esprit de la population, les activités politiques, les activités sanitaires, les activités éducatives, sécuritaires, économiques. Et s'il y a un point qui nécessite un rapport circonstancié, le sous-préfet doit immédiatement dresser un rapport à sa hiérarchie qui est le préfet. Le préfet le dresse au gouverneur, le gouverneur renvoie le rapport au niveau du ministère de l'administration qui est en charge de l'administration du territoire. Et l'information monte de la base jusqu'au sommet. Et les instructions aussi vont prendre la même direction du sommet vers la base. Et moi je pense que dans ces conditions, on peut quand même faire preuve d'une prévention. Et l'administration étant écrite, donc l'autorité administrative est appelée à dresser toujours un rapport écrit, quelles que soient les conditions, pour permettre à sa hiérarchie d'assurer le suivi. Parce que l'administration n'est pas verbale. Aujourd'hui, c'est vrai, on a les moyens qui nous permettent de saisir rapidement la hiérarchie, mais la logique administrative exige qu'il faut quand même dresser un rapport qui permette
à votre hiérarchie de suivre et de faire également prévenir les événements et également étudier les moyens avec lesquels il faut les régler le plus tôt possible. Moi, je pense qu'il faut absolument renouer avec cette tradition parce que cela va de l'intérêt de notre administration, cela va également de l'intérêt même de nos populations parce que nos problèmes doivent être toujours consignés dans des rapports. Mais quelquefois, on se rend compte que c'est plutôt les cadres qui sont en N'Djamena qui sont à l'origine de certains conflits au sein de nos communautés, les hommes politiques. Bon, c'est vrai, il faut reconnaître que non seulement les hommes politiques à eux seuls, mais je pense que même les opérateurs économiques, à tous les niveaux, on cherche quand même à s'impliquer dans telle ou telle situation. Et ça complique davantage la mission à nos administrateurs qui sont sur le terrain. Parce que les gens qui sont sur le terrain, qui sont mieux cités que quiconque pour apprécier une situation. Quelles que soient les conditions, on ne peut pas apprécier une situation à partir de N'Djamena. Que vous soyez ressortissant de la localité, que vous soyez politique, que vous soyez économique, que vous soyez militaire, vous ne pouvez pas apprécier une situation d'autant plus que vous êtes loin. La situation ne peut être appréciée que par ceux qui sont en train de la vivre sur le terrain. Moi, je pense que sur ce plan-là, quand même, il faut qu'il y ait une certaine retenue. Qu'on se fie un peu aux autorités qui sont en place, qu'on se fie un peu à leur manière de vouloir gérer le problème. Mais parfois, on fait des interventions intempestives qui mettent à mal ceux qui ont l'initiative ou bien ceux qui ont même la volonté de vouloir régler le problème. On les décourage et après, la situation risque de pourrir et elle va toujours dégénérer. Et quand elle dégénère, vous savez maintenant les conséquences. Toujours on assiste à des morts, à des blessés, et ainsi de suite. Et effectivement, il y a un autre problème que également je voudrais soulever. Celui de la gestion des chefferies traditionnelles. Donc c'est vrai, il faut reconnaître que notre administration a connu de grandes limitations et par rapport même à l'État, notre système de vouloir quand même décentraliser un certain nombre de choses et par rapport à la philosophie du gouvernement de vouloir rapprocher les administrations, l'administration des administrés, on a multiplié beaucoup plus les chefferies traditionnelles. Et surtout dans les actes portant création de chefferies, on dit quelque part que le ressort territorial d'un canton sera déterminé ultérieurement par un arrêté du ministre. Et dans la plupart des cas, cet arrêté-là n'apparaissent pas et qui sont parfois source même de conflits. Et moi, j'aurais souhaité que, quand même, qu'on essaie de régulariser le plus tôt possible cette situation pour permettre aux uns et aux autres quand même de se retrouver où se trouve également leur ressort territorial et éviter tout le temps les conflits perpétuels auxquels nous sommes en train d'assister. Donc moi je pense que c'est un appel que je voudrais lancer également au ministère en charge de notre administration de nous alléger quand même de ce genre de conflits. Parce que s'il y a des missions techniques qui se rendent sur le terrain, d'abord il faut, pour délimiter un terroir, il faut quand même des missions techniques qui se rendent sur le terrain. Et si elles font ce travail, j'aurais souhaité qu'elles le fassent à partir d'un travail technique préliminaire qui doit être fait au niveau même du terrain. Il faut éviter quand même de faire quelque chose à partir d'ici, parce que si on le fait à partir d'ici, risque de nous créer encore une autre situation. Et j'aurais souhaité que quand même ce problème-là puisse trouver le plus rapidement possible une solution. Ça peut être un moyen quand même de décanter plusieurs situations de conflit. Oui, on ne peut pas parler de conflit intercommunautaire sans toutefois occulter le conflit agriculteur-éleveur. Tout ce que vous l'avez évoqué, vous avez parlé de l'administration, la prévention des administrateurs. Alors, on se rend compte aujourd'hui que, conseil Nimir, on assiste plutôt à une autre espèce d'éleveurs où ce sont ces gouverneurs, ces préfets, ces sous-préfets, ces commandants de brigade qui sont plutôt des éleveurs. Il faut quand même encourager l'autorité administrative ou l'autorité militaire de s'investir dans l'agriculture, dans le lieu d'exercice. Parce qu'il risque, ou bien il va inciter les autres aussi à aller vers cette activité pour assurer au moins l'autosuffisance alimentaire. Mais je souhaitais que les autres activités ne puissent pas être exercées dans le lieu où l'agent de l'État est
en fonction. Comme je l'ai dit tantôt, c'est pour éviter le conflit d'intérêts et également pour restaurer également l'autorité de l'État. Parce que quand on est éleveur, ou bien on est dans une activité commerciale, ou on est dans une autre activité, cela suppose qu'il y aura d'une manière ou d'une autre un conflit d'intérêts. Et ça affaiblit l'autorité de l'État. Donc l'autorité, quelqu'un qui incarne l'autorité de l'État, doit quand même observer une certaine neutralité, une certaine impartialité, une certaine équité vis-à-vis de tous ses administrés. Mais du moment où on est quelque part dans une activité, nous sommes des êtres humains. Quelles que soient les conditions, on aura un penchant pour tel ou tel. Donc pour éviter ce genre de choses, j'aurais souhaité que les autres activités en dehors de celles de l'agriculture, que les types qui incarnent l'autorité de l'État, les types qui ont une petite parcelle du pouvoir du chef de l'État, ne doivent pas exercer ces activités dans la circonscription où il est responsable. J'aurais souhaité qu'il fasse ça dans sa région d'origine ou bien dans une autre région voisine. C'est mieux parce que ça lui permettra quand même d'incarner véritablement l'autorité de l'État. Donc sur ce plan, je dirais que quand même il faut qu'on essaie d'éviter un certain nombre de choses pour permettre à l'État quand même que son autorité puisse s'affirmer et également donner beaucoup plus de confiance à vos administrés, à vos propres administrés, parce que si vous ne leur donnez pas la confiance, je pense que vous aurez de la peine pour administrer votre circonscription administrative. Oui, on est en période de transition. Vous avez évoqué tous les problèmes qui menacent le vivre ensemble. Aujourd'hui, si vous avez un message à adresser à nos téléspectateurs, à nos concitoyens, quel serait donc votre message en cette période de transition? Moi, je voudrais dire qu'en cette période de transition, que tout un chacun de nous œuvre pour que la transition soit apaisée et réussie. Cela va de notre intérêt. Parce que quand on parle de la transition aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on a connu une situation exceptionnelle. Vous savez tous que le maréchal du Tchad est tombé sur le champ d'honneur dans un contexte particulier où notre pays a fait face à une menace en provenance de l'extérieur. Au décan, on dit que si aujourd'hui le maréchal disparaît, le pays va basculer dans la violence, il y aura une instabilité totale, mais comme dit à la manette, les forces de défense et de sécurité ont pris leurs responsabilités devant Dieu et devant la nation pour assurer la continuité de l'État, pour assurer la stabilité et la sécurité et nous permettre aujourd'hui d'être dans cet studio-là. N'eût été cette prise de conscience par les forces de défense et de sécurité, je pense que nous n'allons pas nous retrouver aujourd'hui paisiblement discuter dans cet studio-là. Nous allons nous retrouver dans une autre situation. Pour nous qui avons connu la violence, nous avons vécu la violence qu'a connue notre pays ici, dans cette capitale. Peut-être que vous êtes jeune, mais nous, moi qui vous parle, j'ai été victime et acteur de cette situation. Parce qu'à l'époque, pendant la guerre de 9 mois, j'étais déjà combattant. J'ai vécu toute la guerre de 9 mois ici. Je connais qu'est-ce qu'est la violence. Nous, Tchadiens, nous sommes mieux situés que quiconque pour apprécier la violence en tant que telle, parce que nous l'avons vécu dans nos chairs et dans nos âmes. Nous avons connu l'exil, nous avons connu la douleur, nous avons connu la mort, nous avons connu les blessures. Je pense que de par tout ce dont je viens de citer, nous avons tout intérêt à œuvrer pour que cette transition-là puisse être une réussite. Et là, qu'on soit citoyen ordinaire, qu'on soit responsable civil ou militaire, il y a lieu quand même de prendre cette question-là à bras le corps, qu'on œuvre tous pour que la transition réussisse, pour qu'on aille vers des élections libres, transparentes et acceptables par toutes les parties. Voilà ce que j'avais comme message à lancer à l'endroit de tous les citoyens tchadiens. Oui, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est sur sage conseil du conseiller Mahamat Nimir Hamata que se referme cette édition.
Chers téléspectateurs, au revoir et à la semaine prochaine.